Profondément dans les archives territoriales du Dakota, la prairie abrite un dossier que les responsables territoriaux ont gardé secret pendant plus de 40 ans, l'affaire Henry Colson et les 23 âmes disparues au cours de ce qui est local. Les habitants appellent encore la marche du 14 février 1889. 24 personnes ont quitté le fort Buford en direction ouest pour rejoindre les nouvelles peuplements près de l'actuel Williston. 3 jours plus tard, un seul homme est revenu, chancelant dans la porte, gelé, délirant et tenant pour un sac en cuir plein de pièces d'or qui ne lui appartenaient pas. L'histoire du survivant sur les loups, les tempêtes de neige et les tentatives héroïques pour sauver ses camarades de classe ont duré exactement 6 semaines. Jusqu'à ce qu'un chasseur nommé Ezra Kowalski découvre quelque chose dans un canyon éloigné, a forcé les autorités territoriales à remettre en question tout ce qu'elles pensaient savoir sur la survie, la loyauté. Et de ce qu'un homme est capable de faire revendiquer quelque chose qui ne lui appartient pas. Avant de continuer l'histoire Henry Colson et les familles qui lui ont confié leur vie, assurez-vous de cliquer bouton d'abonnement et laissez-nous savoir dans les commentaires d'où vous nous venez entendre, parce que cette histoire de trahison dans le désert de glace vous fera remettre en question toutes les histoires d'héroïsme borderline qui vous avez déjà entendues. Ce que Kowalski a découvert dans ce canyon n'a pas seulement révélé le mystère les pionniers disparus, mais aussi révélé une cruauté calculée qui a choqué même les forces de l'ordre endurcies du territoire du Dakota. Le territoire Dakota de 1889 était en effervescence avec l'excitation de l'imminence, la création de l'État et la promesse de terres gratuites sous le colonisation. Fort Buford, stratégiquement situé le long de la rivière Missouri, a servi de dernier avant-poste avant la vaste étendue de prairies qui s'étendait pas de fin à la frontière avec le Montana. Ici, les familles ont rassemblé des provisions, ils ont embauché des guides et fait les derniers préparatifs avant de s'aventurer dans un territoire où le voisin le plus proche pourrait être à 80 km et les tempêtes hivernales pourraient enterrer une ferme sous 3,6 mètres de neige du jour au lendemain le matin. Henry Colson avait bâti sa réputation au cours de 5 années difficiles hivernes dans le Dakota. C'était un immigrant norvégien qui parlait anglais avec un accent très doux et possédait une étrange capacité à interpréter les conditions météorologiques et s'orienter par les étoiles quand les repères ont disparu sous la neige. Avec près de 2 mètres de hauteur et des épaules élargies par des années de coupant du bois et transportant des fournitures, Henrik se déplaçait autour du poste de traite de Fort Buford avec la confiance tranquille d'un homme qui n'avait jamais personne n'a perdu à cause des éléments. Ses yeux bleu pâle, il semblait cataloguer chaque détail. Le poids des chariots d'approvisionnement, la qualité des vêtements d'hiver, le rire nerveux des enfants qui vivaient leur premier hiver dans le Dakota. Les familles qui l'ont embauché en février représentaient les rêves et désespoirs qui a conduit à l'expansion vers l'ouest. Thomas et Eleanna Bergstrom a amené ces 3 jeunes filles avec la vieille femme, la mère d'Eleanna, Martha Lindqvist, qui a insisté pour qu'elle ne meure pas dans un ville surpeuplé de l'Est quand une terre libre l'attendait à l'Ouest. Les frères Kowalski, Jean, Pota et Stanisław ont retiré leurs économies de 3 ans de travail sur le chemin de fer pour revendiquer les fermes adjacentes où ils prévoyaient d'élever du bétail et cultiver blé. Le jeune docteur Samuel Hardwell voyageait avec sa femme Rebecca enceinte et ses jumeaux, transportant du matériel médical et une collection des livres qu'il prévoyait d'utiliser pour établir le premier hôpital approprié du territoire. La famille Brennan avait peut-être la raison la plus impérieuse de laissant la civilisation derrière. Patrick Brennan, un ancien officier de cavalerie de l'Union, il espérait que l'isolement aiderait son fils aîné Michael pour se remettre de ce que les médecins ont poliment appelé le cœur de soldat, les mains tremblantes et les cauchemars qui tourmentaient les jeunes depuis son retour des conflits avec les Lakota. La femme de Patrick, Terrine, emballait ses affaires avec la précision méthodique d'une femme qui avait déménagé sa famille 6 fois en 10 ans, toujours à la recherche de la promesse d'un nouveau départ. Henrik a étudié chaque famille avec un intérêt professionnel, prenant acte de leurs ressources, de leur désespoir et surtout de leur confiance. Leur a offert des prix raisonnables pour leurs services, 50 par famille, payables à votre arrivée en toute sécurité aux endroits choisis pour vous installer. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'Henrik avait passé l'automne précédent explorer des endroits qui avaient un but très différent de servir comme colonie. Le matin du 14 février s'est levé clair et froid, avec des températures proches de 0 degré, une chaleur inhabituelle pour mi-février. Cela, selon Henrik, faciliterait le voyage pour ses clients. Le groupe s'est rassemblé avant l'aube. 6 familles, 23 personnes âgées compris entre les 4 ans d'Anna, la fille d'Eleanna Bergstrom et les 72 ans aînés de Martha Lindqvist, en plus de son guide. Les voitures craquaient sous le poids de les graines, les outils de la branza, les fournitures médicales et les quelques et précieux effets personnels qui avaient survécu à l'impitoyable sélection qui exigeait la vie à la frontière.
Henrik a chargé ses propres provisions avec efficacité et dextérité, bâches, cordes, huile de lanterne, et une collection d'outils que les familles supposaient être pour des réparations d'urgence. Cachés sous les fournitures légitimes, il y avait des objets qui servaient à une imbue plus sombre, une petite pelle, des couvertures supplémentaires qui, selon lui, étaient pour les urgences et une carte détaillée marquée avec des endroits qui n'étaient pas des fermes. Lorsque le groupe a quitté Fort de Beaufort en suivant la rivière Missouri, gelée à l'ouest, Henrik a souligné des points de repère et partagé des histoires de des colons prospères qui s'étaient taillé une vie prospère dans la prairie impitoyable. Sa confiance était contagieuse. Même Martha Limbist, qui s'était plainte amèrement de devoir quitter sa communauté ecclésiale du Minnesota, elle a commencé à parler avec espoir du potager qu'elle planterait au printemps. Aucun d'eux n'a remarqué qu'Henrik regardait sans cesse un petit boussole ou que l'itinéraire qu'il avait choisi déviait légèrement de la sinueuse établie. Les familles étaient trop occupées prendre soin de leurs enfants, calmer le bétail nerveux et s'émerveiller devant l'extension sans fin d'eux. Prairies enneigées qui s'étendaient à l'horizon. Le deuxième jour, lorsque le chemin établi aurait dû se tourner vers au sud, vers les colonies près de l'actuel Williston, Henrik annonça qu'il connaissait un itinéraire plus direct, un raccourci qui leur éviterait 2 jours de voyage. La décision semblait logique. Les approvisionnements se tenaient bien, la météo tenait bon et tout le monde était impatient d'arriver à destination avant que la prochaine tempête viendrait. Ce raccourci les a emmenés directement à la partie la plus reculée des terres de la valleur du Petit Missouri, où des ravins profonds et des affleurements rocheux ont créé des barrières naturelles qui cacheraient au reste du monde ce qui se passerait ensuite. La tempête a frappé le 3e jour avec la violence soudaine que seul le Dakota Blizzard peut atteindre. À un moment donné, le groupe voyageait sous un ciel nuageux, mais gérable. La suivante, la neige poussée par le levant a réduit la visibilité à quelques mètres et les températures ont chuté hachées jusqu'à 20 gr sous serre. Henrik a ordonné aux wagons de se former un cercle de protection, une procédure courante lors des voyages dans les prairies, mais au lieu de se réfugier au centre, il les a guidés vers quoi ? Selon lui, c'était un coupe-vent naturel dans un canyon voisin. Le docteur Hardwell décrit plus tard dans un témoignage qui n'a jamais été rendu public le sentiment croissant de malaise qu'il a senti quand Henrich les a emmenés sur un terrain qui n'offrait aucun abri contre le vent de l'ouragan. Le refroidissement éolien s'est avéré être un canon avec des murs escarpés qui canalisaient la fureur de la tempête directement sur les familles surpeuplées. Lorsque Thomas Bergstrom a suggéré que pour retourner sur les hauteurs et attendre que le blizzard passe dans le prairie ouverte, Henrik a insisté sur le fait que se déplacer dans de telles conditions serait un suicide. La tempête se calmera dans la matinée, leur a assuré Henrik avec un à peine audible au-dessus du vent. Nous devons juste garder les enfants chauds pendant la nuit. Mais la tempête ne s'est pas calmée. Pendant 48 heures, les familles se blottissaient dans les voitures, qui offraient peu de protection contre le vent qui a amené la neige à travers toutes les fissures et crevasses. Les provisions de nourriture, soigneusement rationnées pour le voyage, ont commencé à devenir dangereusement rares à mesure que le retard s'éternisait jusqu'au 3e jour. Encore plus alarmant était que plusieurs les membres de la famille commenceront à montrer des signes d'engelure malgré leurs efforts pour rester au chaud. C'est au cours de cette 2e nuit que le jeune Michael Brenon, déjà troublé par ses expériences de guerre, a commencé à remarquer des incohérences dans le comportement de votre groupe. Alors que les familles devenaient de plus en plus désespérées partageant des couvertures et de la chaleur corporelle pour survivre, Henrik semblait être très bien préparé pour le long retard. Il avait de la nourriture supplémentaire dans son provision personnelle, bois de chauffage supplémentaire qu'il a dit avoir ramassé avant la tempête. Et le plus déroutant de tout, il semblait savoir exactement où trouver un abri. Quand la nature a appelé et c'était inévitable, il est passé le canyon comme s'il y avait déjà été. Michael chuchota à son père pour un bref répit du vent. Regardez comment ça va directement à sa formation rocheuse lorsque vous avez besoin de vous soulager, sans hésitation, sans regarder autour. Patrick Bren, épuisé d'avoir aidé à entretenir le feu et à prendre soin de les plus jeunes enfants, il a d'abord rejeté les observations de son fils comme la pensée paranoïaque qui tourmentait Michael depuis la guerre. Mais au fur et à mesure que le 3e jour avançait, Patrick a commencé à remarquer les choses en lui-même. Henrik n'a jamais semblé avoir de difficulté à trouver du bois de chauffage sec, même si la tempête avait tout trempé. Ses provisions personnelles ne semblaient jamais diminuer, même lorsqu'il les partageait généreusement avec les familles dont les provisions s'épuisaient. La chose la plus dérangeante de toutes était la réaction d'Henrik lorsque Thomas Bergstrom a suggéré d'envoyer un petit groupe pour trouver un meilleur abri.
Le calme habituel du guide a suffisamment craqué pour révéler quelque chose froid et calculateur à l'intérieur. Personne ne quitte le groupe, a déclaré Henrik avec fermeté. Avec un moment comme celui-ci, se séparer du groupe signifie la mort. Je l'ai vu arriver trop de fois. Lorsque le docteur Hardwell a offert de accompagner tout groupe d'exploration, en revendiquant la responsabilité envers Rebecca, qui était enceinte, et les autres membres vulnérables de la groupe, la réponse d'Henrik était encore plus dérangeante. « Docteur, on a besoin de vous ici. D'ailleurs, je suis le seul à connaître ces terres, tu valais assez bien pour te repérer en toute sécurité. Confiance en moi. J'ai conduit des familles dans des endroits pires que celui-ci. » Le problème avec l'assurance d'Henrik était qu'il avait spécifiquement choisi cette voie comme un raccourci qui éviterait complètement les terres que vous valez. La contradiction n'est pas passée inaperçue de ceux qui pensaient encore clairement malgré le froid et la faim. Le matin du 4e jour, Henrik a annoncé qu'il poursuivrait les survivants pour le reste de leur vie. Il a affirmé avoir vu de la fumée dans le distance, peut-être un autre groupe de voyageurs ou peut-être la cabine d'un trappeur où il pourrait trouver refuge. « J'irai explorer par moi-même, a-t-il dit, et je serai de retour dans 6 heures avec des nouvelles. Gardez les feux allumés et restez près des wagons, leur a-t-il dit. Si je ne suis pas revenu au coucher du soleil, envoie 3 signaux de fumée et je te trouverai. » Henrik est parti à cheval, portant seulement un sac à dos léger et son fusil. Ce qu'il n'a pas dit aux familles, c'est qu'il se dirigeait vers une réserve de provisions qu'il avait cachée l'automne précédent. Des dispositions qui lui permettraient de se tenir confortablement en attendant pour que la nature élimine les témoins de son prochain crime. Les familles n'ont jamais revu Henrik Colson. Au coucher du soleil, le 4e jour, ils étaient brûlés les roues du wagon pour rester suffisamment au chaud pour garder les enfants en vie. Le matin du 5e jour, ils ont été confrontés au terrible choix entre rester, où ils étaient et attendaient que leur guide revienne, ou abandonner les charrettes et essayer d'atteindre la civilisation à pied à travers la neige qui dans certains des endroits atteignait leur poitrine. Martha Lindfist, la membre la plus âgée du groupe, il a pris la décision qui a scellé son sort. Il ne reviendra pas. Il a déclaré avec le honnêteté brutale de quelqu'un qui avait vécu cette décennie de nature humaine. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose ou n'avez-vous pas fini la phrase? Mais tout le monde a compris quoi je voulais dire. Ils ont décidé d'attendre un jour de plus. Le retour d'Henrik Colson au Fort Buford le 19 février a fait sensation dans les collectivités territoriales le long de la rivière Missouri. Après avoir à peine franchi les portes juste après le lever du soleil, figé et incohérent, il s'effondra devant le commandant et prononça quelques mots qui seraient consignés dans les rapports officiels et il répétait dans des conversations chuchotées pendant des décennies. Ils sont tous partis. Des loups. Oh, mon Dieu, les loups. L'histoire qu'Henrik a racontée une fois rétablie assez, pour donner une version cohérente, l'a peint en héros tragique qu'il est assisté impuissant à la nature qui a coûté la vie à 23 des innocents. Selon son témoignage, la tempête avait été pire que tout ce que j'avais connu en 5 ans en tant que guide de groupe pour le territoire du Dakota. Malgré leurs efforts pour trouver abrité et maintenir le moral, le froid prolongé avait affaibli le groupe au point de faire de lui une proie facile pour une meute de loups qui avaient été chassés de leurs terres habituelles par la même tempête. J'ai essayé de les combattre. Juste Henrik au shérif territorial James M.C. Reynolds, montrant de véritables larmes et blessures sur les mains qui ressemblaient à correspondre à son histoire, mais il y en avait trop et les gens aussi faibles pour courir. Le récit d'Henrik comprenait des détails précis sur la progression de la tempête, le lieu où il s'était réfugié et les actes des individus héroïques dont, selon lui, il avait été témoin alors que les familles essayaient de se protéger mutuellement à la fois des éléments et de l'attaque de des loups. Il a parlé avec émotion des derniers moments du docteur Hartwell, qui soi-disant passait à s'occuper des blessés, même pendant que les loups il entourait le groupe. Et du dernier combat de Thomas Bergstrom, qui a utilisé une roue de chariot cassée comme arme pour défendre ses filles, l'histoire était convaincante, tragique et tout à fait crédible pour les hommes. Qui avaient été témoins de la capacité du territoire Dakota à une violence soudaine et impitoyable. Marshall M.C. Reynolds, un vétéran des campagnes indiennes et des tempêtes de neige en la prairie, il n'a rien trouvé dans le récit d'Henrik pour contredire son compréhension de la rapidité avec laquelle une catastrophe pourrait frapper les voyageurs isolés. Et plus important encore, Henrik avait des preuves matérielles qu'ils ont soutenu ses affirmations. Le sac en cuir qu'il portait avec lui quand il est arrivé chez Ford, Buford contenait exactement le montant d'argent que les familles auraient emmené avec elles.
Vos économies combinées pour acheter fournis et paient les frais d'enregistrement pour leur réclamation de terre. Henrik a expliqué qu'il avait collecté l'argent des cadavres avec l'intention de s'assurer qu'ils parviennent aux proches des familles de l'Est, plutôt que d'enrichir les charognards qui pourraient découvrir la tragédie. Cela me semblait le moins que je pouvais faire pour eux, expliqua Henrik. Thomas Bergstrom m'a fait promettre avant de mourir qu'il rendrait les économies de sa famille à son frère à Milwaukee. Les autres mois, ils ont demandé la même chose. C'était la seule chose que je pouvais faire pour eux. Les autorités territoriales ont organisé une expédition de sauvetage pour les quelques jours du retour d'Henrik, mais la descente de fin février avait commencé, ce qui rendait le voyage dangereux et limitait la rechercher les zones accessibles à cheval. Lorsque le groupe est revenu après d'une semaine sur le terrain, a rapporté qu'il avait trouvé des preuves éparses de la tragédie, des restes de vêtements, des morceaux de voitures cassées et de la neige enlevée, qui cela aurait pu être le site d'une attaque de loups, mais pas de cadavres. Le maréchal M.C. Reynolds a expliqué l'absence de restes en des termes qui avaient beaucoup de sens pour quiconque il connaissait la vie à la frontière. Les loups ne laissent pas beaucoup de traces, surtout quand ils ont désespérément besoin d'un hiver rigoureux. Les charognards, ils auraient nettoyé tout ce que le troupeau aurait laissé. Henrik Olsen était officiellement innocenté de tout acte répréhensible et loué pour ses compétences de survie et leurs efforts pour honorer les dernières volontés des victimes. Il a utilisé les économies de la famille pour acheter sa propre ferme, affirmant qu'il avait l'intention d'établir un mémorial aux pionniers perdus, créer le genre de ferme florissante qu'il rêvait de construire. Pendant 6 semaines, l'histoire d'Henrik n'a pas été remise en question. Il s'était installé sa nouvelle propriété. J'avais commencé à planifier les semis de printemps, et il avait même parlé au journal territorial de la création d'un service de guide qui mettrait l'accent sur dans la sécurité et la préparation adéquate pour voyager dans la prairie. Les citoyens locaux ont cité Henrik comme exemple de la tragédie, pourrait inspirer un homme à construire quelque chose de significatif à partir du perte. Puis Kowalski a fait sa découverte. Kowalski était un immigrant polonais qui avait passé 3 ans à chasser les castors et visons le long des affluents de la rivière Little Missouri. Contrairement aux agriculteurs et villageois qui avaient accepté l'histoire d'Henrik, Kowalski il avait une connaissance approfondie du comportement des loups et des humains dans les terres du Dakota Valley. Et quoi de plus important, il avait été dans la région pendant la tempête de février et savait que la description de Henri Delat. Les conditions météorologiques ne correspondaient pas à ce qui s'était réellement passé. En suivant leur piège à travers un canyon isolé, à environ 65 km de l'endroit là où Henrik a affirmé que la tragédie s'était produite, Kowalski a découvert ce que serait plus tard décrit dans les documents de la Cour territoriale comme preuve d'habitation humaine incompatible avec un abri d'urgence. Caché sous une corniche rocheuse protégée du vent et de la neige, quelqu'un il avait construit un camp élaboré équipé de fournitures suffisantes pour garder plusieurs personnes pendant des semaines. Le camp comprenait des articles qui avaient clairement été placés là avant la tempête. Bois de chauffage sec découpé et empilé en rangées précises, matériaux de toile pour abri conçus pour une utilisation prolongée et le plus accablant de tous, une réserve de nourriture qui dépassait de loin ce que tout guide prudent prendrait pour utilisation d'urgence. Quelqu'un avait préparé cet endroit comme un abri délibéré, pas comme une découverte fortuite. Encore plus dérangeants étaient les objets du personnel que Kowalski a trouvés éparpillés dans le camp. Un gant infantile avec les initiales AV, une épingle à cheveux pour femme du style préférée par des immigrants suédois et la montre de poche d'un homme avec les initiales TV gravées, les initiales de Thomas Bergstrom. Quand Kalski a apporté ses découvertes pour Marshal M.C. Greenhold, les autorités territoriales étaient confrontées à une terrible possibilité. L'histoire d'une survie héroïque par Henrik Olsen, il pourrait s'agir d'une fiction élaborée conçue pour dissimuler un crime, cela remettait en question tout ce qu'il pensait savoir sur la tragédie de la frontière et de la nature humaine. Les recherches qui ont suivi la découverte de l'Esra Kowalski a révélé des incohérences dans l'histoire d'Henrik qui devenaient de plus en plus inquiétants à chaque nouveau test. Marshal M.C. Reynolds, accompagné du juge territorial William Hartfield et un petit groupe d'assistants, ont effectué un examen approfondi du camp caché et a commencé à comparer les preuves physiques avec le récit officiel de la tragédie. La première divergence majeure, et je faisais référence à la chronologie. Henrik a affirmé que la tempête avait piégé son groupe pendant 4 jours auparavant l'attaque des loups a eu lieu. Cependant, les fournitures stockées dans le camp caché suggéraient une préparation pour un séjour beaucoup plus long. Seul le bois de chauffage représentait des jours de travail de coupe et empilement qui auraient été impossibles à réaliser pendant la tempête décrite par Henrich.
Encore plus significatif était l'endroit lui-même. Henrik avait décrit qu'il cherchait abri dans un canyon fermé qui offrait une protection minimale contre les éléments. Une décision qui serait illogique pour un guide expérimenté, sauf s'il avait des arrière-pensées pour emmener le groupe à cet endroit précis. Le camp caché, au contraire, était situé dans un abri idéal, qui aurait été le choix évident pour quiconque voulait vraiment protéger 23 personnes d'une tempête de neige. Le juge Hartfield, un ancien procureur de l'Ohio qui avait été nommé pour amener les normes juridiques de l'Est à la justice territoriale, il a ordonné une fouille plus approfondie de la zone. Ce que son équipe a découvert a peint un panorama de plus en plus sinistre de la tragédie de février, en suivant une piste qui reliait le camp caché à l'endroit qu'Henrik décrivait comme le scène de l'attaque des loups. Les chercheurs ont trouvé des preuves de que quelqu'un avait fait plusieurs voyages entre les deux endroits pendant et après de la tempête. Les empreintes de bottes conservées dans des plaques de neige compactes suggéraient qu'une personne portant le genre de bottes lourdes qu'il préférait Henrik avait parcouru cette route au moins 6 fois sur plusieurs jours. Dans le site officiel de la tragédie, un examen plus approfondi a révélé des détails qui contredisent l'histoire d'une dernière résistance désespérée contre le déluge. Les morceaux épars du chariot étaient disposés selon un motif qui suggérait un démantèlement délibéré, plutôt que la destruction par des gens désespérés cherchaient du bois de chauffage. Les objets personnels étaient distribués d'une manière qui indiquait un enregistrement systématique, pas le chaos d'une attaque de loup. La chose la plus accablante de toutes était la découverte d'objets qu'Henrik n'avait pas mentionnés dans son témoignage original. Cachés sous un tas de rochers, les chercheurs ont découvert une collection d'objets de valeur que les familles auraient emportés avec elles. Les bijoux, l'argent supplémentaire et les documents prouvaient que les victimes étaient beaucoup plus riches que l'histoire d'Henrik ne le suggérait. Rebecca Durwell, il portait le médaillon en argent de sa grand-mère, d'une valeur de $50. Une somme considérable qu'Henrik avait en quelque sorte omis d'inclure dans son compte les affaires des victimes. Les frères Kowalski avaient rassemblé leur salaire des chemins de fer sur une ceinture avec plus de $50, beaucoup plus qu'Henrik n'était retourné aux autorités. Thomas Bergstrom a non seulement porté les économies de la famille, mais aussi une collection de pièces d'or héritées de l'entreprise l'armateur de son père. Les preuves suggéraient qu'Henrik Olsen avait volé des familles avant de les laisser mourir. Mais pour montrer que c'était un meurtre prémédité, il fallait comprendre exactement comment 23 personnes ont péri dans des circonstances dans lesquelles leur guide avait survécu confortablement. Marshall M.C. Greenhold a amené le docteur Charles Outman, le médecin territorial qui avait examiné Henrik à son revenir à la page Fort Buford. L'évaluation initiale du docteur Wu, la version d'Henrik. Le guide montrait des signes d'engelure et d'exposition compatibles avec avoir survécu à une tempête de neige. Cependant, quand on lui a demandé de reconsidérer ses conclusions à la lumière des nouvelles preuves, le docteur Whitman a admis que les blessures d'Henrik étaient étonnamment mineures pour quelqu'un qui a affirmé avoir passé 4 jours exposé à des conditions météorologiques défavorables. Les engelures étaient superficielles. Le docteur Uman a témoigné qu'il était le type qui vous pouvait souffrir après avoir passé quelques heures dans un climat froid, pas plusieurs jours. Votre statut le général était de faim et d'épuisement, sans doute, mais pas celui qu'on attendrait de quelqu'un qui aurait enduré l'épreuve qu'il décrivait. L'enquête a pris une tournure cruciale lorsque les policiers ont décidé de perquisitionner la maison d'Henrik à la recherche de preuves supplémentaires. Ce qu'ils ont trouvé dans le sous-sol de sa nouvelle propriété a surpris même les agents expérimentés de la loi, qu'ils traitaient de la violence de la frontière depuis des années. Cachés sous des sacs de graines, Henrik avait des objets cachés qui appartenaient clairement aux familles disparues. Vêtements pour enfants qui gardaient encore l'odeur du parfum que le bébé Bergstrom utilisait pour faire ressentir à ses filles spéciaux le dimanche. Le dossier médical du docteur Hardwell, qui contenait des instruments qu'Henrik n'aurait jamais pu se permettre d'acheter. L'alliance de Catherine Brennan. Un design irlandais distinctif que son mari avait décrit en détail lors de la fourniture d'informations sur les victimes. Mais la découverte plus troublante était un journal détaillé qu'Henrik avait tenu tout au long de l'hiver 1888. Le journal a révélé que la tragédie de février n'avait pas été un crime opportuniste né du désespoir, mais l'aboutissement de mois de planification minutieuse. Henrik avait passé l'automne à explorer lieux systématiquement dans les Tierra-Valia, recherchant spécifiquement des endroits difficiles à trouver et impossibles à échapper. Il avait caché approvisionnement à plusieurs endroits, créant un réseau de cachettes qui leur permettrait de survivre confortablement pendant que leurs victimes périraient. La chose la plus effrayante est que le journal contenait des profils détaillés des victimes potentielles,
y compris l'évaluation de leur patrimoine, leur éventuel itinéraire de voyage et leur vulnérabilité à la manipulation. L'entrée du 15 décembre 1888, il ne laissait aucun doute sur les intentions d'Henrik. La famille Bergstrom a posé des questions sur El Paso, aujourd'hui du printemps aux fermes près de Yellow. Ils emportent avec eux des économies considérables et voyagent avec une mère vieille dame qui ralentirait toute tentative de sauvetage. Ils sont des candidats parfaits pour l'itinéraire ouest à travers le système de Cannon. Vous devez vous assurer qu'il n'y a pas d'autres guides disponibles pendant la période de voyage qu'ils souhaitent. Entrée similaire, ils ont documenté l'élimination systématique d'Henrik, de la compétition, entre d'autres guides, sa culture minutieuse d'une réputation de fiabilité et son connaissance détaillée des conditions météorologiques qui fourniraient une couverture naturelle pour ses crimes. La dernière entrée. Datée du 10 février 1889, 4 jours avant le début du voyage tragique, il a révélé le calcul froid qu'il se cachait derrière ce qui semblait être un héroïsme limite. Les rapports La Météo indiquent qu'un fort système de tempête approche de la nord-ouest. Les familles ont hâte de partir avant les conditions empirées. Je proposerai un départ anticipé et un itinéraire direct à travers les terres du Valais de la Peine. Avec une préparation adéquate, il devrait être possible d'éliminer tout témoin, maintenant l'apparence d'une catastrophe naturelle. Il ne faut pas oublier de restituer une partie raisonnable de l'argent des victimes pour éviter les soupçons. Les preuves contre Henry Colson étaient accablantes, mais Marshall M.C. Reynolds était confronté à un problème qui allait hanter la justice frontière depuis des décennies. Comment prouver un meurtre quand les cadavres ont disparu et l'accusé clame son innocence face aux preuves apparemment concluantes? La défense d'Henrich, lorsqu'il a été confronté au journal et aux marchandises volées, il est passé d'être celui d'un survivant héroïque à celui d'une victime de circonstance. Il a affirmé que les entrées du journal étaient inventées par quelqu'un qui voulait l'incriminer, peut-être Esra Kowalski lui-même, qu'il aurait pu apporter des preuves pour réclamer la récompense qui avait été offerte pour des informations sur les familles disparues. Ce trappeur polonais a été pendant des semaines « je surveille ma ferme », a insisté Henrik auprès du juge Hartfield. Tu sais que j'ai eu le succès, vous savez que j'ai pu repartir de zéro alors que d'autres ont encore du mal. Il a probablement planifié ça depuis que je suis revenu de cette terrible expérience. L'explication d'Henrik sur l'argent et les fournitures cachées était également créatif. Il a affirmé qu'il préparait une expédition commémorative pour enterrer correctement aux victimes. Une fois le temps printanier fait accessible à l'endroit, les fournitures étaient destinées à garder une procession funéraire appropriée et les objets de valeur qui ont été trouvés dans son pouvoir a été gardés jusqu'à ce qu'il puisse localiser les parents de le défunt. J'attendais le bon moment pour contacter les familles de celui-ci, expliqua Henrik. Je voulais pouvoir leur dire que leurs proches avaient reçu un enterrement chrétien, non seulement qu'ils n'avaient pas réussi à les protéger de la loue, l'histoire était suffisamment plausible pour créer un doute raisonnable. Surtout parce que le système judiciaire territorial, il était plus habitué à traiter de simples cas de vol et d'agression que enquêtes complexes liées aux personnes disparues. Le juge Hartfield s'est retrouvé dans la position inconfortable de présider une affaire dans laquelle tout le monde était sûr de la culpabilité de l'accusé, mais les critères juridiques de condamnation restaient désespérément inaccessibles. La percée est venue d'une source inattendue. Michael Brenon, le jeune vétéran dont les nerfs endommagés par la guerre l'avaient rendu sensible aux détails que d'autres ils auraient pu être négligés. Les collectivités territoriales avaient initialement réticents à se fier au témoignage de quelqu'un dont mentalement, c'était discutable. Mais l'obsession de Michael pour les incohérences de l'histoire d'Henrik, je l'avais amené à mener ses propres recherches. Michael avait passé des semaines en tournée la route que le groupe avait suivie depuis Fort Beaufort, interrogeant n'importe qui qu'il aurait peut-être vu les voyageurs ou remarqué les mouvements d'Henrik dans les quelques jours avant la tragédie. Sa persévérance a découvert un témoin dont le témoignage fournirait enfin le chaînon manquant entre les préparatifs d'Henrik et la disparition des victimes. Sarah Kowalski, le épouse d'Esra, avait vérifié les pièges près du camp caché le 16 février, le jour où Henrik a prétendu combattre les loups pendant que ses compagnons mouraient autour de lui. D'une crête avec vue vers le canyon, Sarah avait observé un homme solitaire se déplaçant systématiquement, par ce qui semblait être un camp abandonné, transportant objets en travois et couvrant ses traces tout en travaillant. « Il me semblait étrange », déclara Sarah, parce que l'homme travaillait très soigneusement, comme s'il voulait être vu, et il n'agissait pas comme quelqu'un qui venait de survivre à une terrible tragédie. Il bougeait comme quelqu'un qui avait tout le temps du monde. La description de Sarah des vêtements de l'homme et du cheval correspondait exactement avec Henrik.
Et plus important encore, son témoignage l'a placé dans le camp caché le jour même où il prétendait lutter pour survivre avec les familles. La chronologie a rendu impossible pour Henrik d'avoir été dans les deux endroits, ce qui a finalement fourni des preuves concrètes que son histoire était fausse. Mais même le témoignage de Sarah n'aurait peut-être pas suffi à justifier une condamnation, si ce n'était de la découverte qui terrifiait les chercheurs plus que toute autre preuve qu'ils avaient trouvée jusqu'à présent. En cherchant dans les environs du terrain de camping caché pour la dernière fois, les agents ont trouvé à quoi ressemblait pour être une tombe peu profonde qui avait été profanée par des charognards. Les restes qu'ils ont découverts n'étaient pas d'adultes morts en combattant les loups, mais d'enfants qu'ils avaient clairement péri d'exposition au froid et à la faim. L'état des corps suggérait qu'ils étaient en vie depuis des jours après. Henrik a affirmé que la tragédie était terminée, demandant peut-être de l'aide qu'il n'est jamais arrivé, alors que son guide pillait systématiquement les biens de sa famille depuis sa cachette confortable. L'examen des restes par le docteur Wello, le détail le plus horrible de tous. Preuve que quelqu'un avait fourni aux enfants juste assez pour les maintenir en vie pendant plusieurs jours, mais pas assez pour les sauver. Ils avaient été maintenus en vie, pas par miséricorde, mais comme garantie contre la possibilité que les équipes de la recherche arrivera plus tôt que prévu par Henrik. Juste quand on pensait que ça on avait tout vu, l'horreur à Dakota Prairie s'intensifie. Si cette histoire vous donne la chair de poule, partagez cette vidéo avec un ami qui aime les mystères. Appuyez sur le bouton j'aime pour soutenir notre contenu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'histoires comme celui-ci. Découvrons ensemble ce qui se passe ensuite. La révélation qu'Henrik avait délibérément prolongé la souffrance des enfants a transformé le cas de vol et d'homicide par négligence en quelque chose de beaucoup plus sinistre. Les familles n'avaient pas simplement été laissées à elles-mêmes. Ils avaient été systématiquement assassinés par un homme qui avait passé des mois à planifier sa destruction tout en souriant à ses enfants et en gagnant leur confiance. Le procès d'Henrik Olsen a commencé le 15 mai 1889 au tribunal territorial de Bismarck. Ce qui aurait dû être un simple cas de la justice aux frontières a été transformé en un spectacle juridique qui a attiré l'attention de tout le territoire du Dakota et au-delà. Journaux de l'Est envoyés correspondants pour couvrir ce qu'ils ont fait sensation comme le procès du tueur de loups des prairies, tandis que les citoyens locaux se pressaient quotidiennement dans le palais de justice, beaucoup ayant à parcourir des centaines de kilomètres pour assister à la procédure. Henrik entrait dans la cour tous les matins impeccablement habillé, avec l'allure digne qui avait convaincu 23 personnes de lui confier leur vie. Son attitude n'a jamais en panne, même pas pendant que le procureur James Mitchell présentait méthodiquement les preuves qui le décrivaient comme un prédateur calculateur, qui s'attaquait aux familles qu'il cherchait juste une nouvelle opportunité à la frontière. L'affaire du bureau du procureur, il est passé inexorablement de preuves circonstancielles à des preuves concluantes de préméditation. Mitchell a commencé par des témoignages sur la réputation et la confiance d'Henrik que les familles y déposaient, puis démantelait systématiquement les récits du survivant héroïque à travers des preuves matérielles, des déclarations des témoins et le contenu accablant du journal personnel d'Henrik. Mesdames et messieurs du jury, Mitchell a déclaré dans sa déclaration liminaire « Nous prouverons que l'accusé n'a pas survécu à une tragédie. Il l'a créée. » Nous allons vous montrer qu'Henrik Olsen a passé des mois à planifier le meurtre systématique de familles innocentes, qui les a délibérément mis en danger et qui les a vus mourir pendant qu'ils restaient sûrs et confortables. Comptez votre argent et planifiez votre évasion. Le témoin le plus efficace de l'accusation était le docteur Mewaman, dont témoignage médical sur l'état des restes de l'enfant laissé visiblement affecté plusieurs membres du jury. Il a expliqué avec une précision clinique comment une exposition prolongée et la famine affectent le corps humain, en particulier celle des enfants, et comment les preuves indiquaient que les victimes avaient survécu beaucoup plus longtemps que la version d'Henrik le permettait. D'après mon analyse, a témoigné Whitman, ces enfants ont survécu au moins une semaine après l'attaque présumée du loup. Ils moururent lentement de froid et de faim, alors que quelqu'un de très proche avait plus qu'assez d'argent pour les sauver. Le témoignage de Sarah Kowalski a été le maillon crucial qui a placé à Henrik dans le camp caché au moment même où il prétendait être avec les familles mourantes. Son récit simple et direct d'avoir vu un homme pillant systématiquement un camp abandonné détruisait le petit crédibilité qui est resté dans la version d'Henrik. Mais c'est Michel Branon qui a offert l'aperçu le plus troublant du personnage d'Henrik et de ses méthodes. Malgré son réputation d'instable, ses souvenirs détaillés du voyage et ses observations à propos d'Henrik, il peignait un homme qui avait orchestré tous les aspects de la tragédie. Savait exactement où aller dans ce canyon, témoigna Branon d'une voix sinueuse. Malgré le tribut émotionnel évident. Même au milieu de la tempête,
il bougeait comme s'il y était déjà allé. Et quand les gens ont commencé à parler de pour partir, pour chercher un meilleur abri, il avait toujours une raison de rester. C'était toujours lui qui décidait. Le moment où Henrik a disparu demander de l'aide a été révélé comme ce qui était vraiment le début de la fin de son plan. Une fois qu'il a laissé les familles derrière lui, ils étaient piégés dans un endroit éloigné que lui seul connaissait, avec des approvisionnements en baisse et aucune connaissance pour survivre dans la nature. La défense, dirigée par l'avocat Robert Carril, a fait face à une tâche presque impossible. Les preuves étaient accablantes, les témoins crédibles et l'histoire de l'accusé avaient été complètement démantelés. Carril a concentré sa stratégie sur l'attaque du fiabilité de la preuve et de suggérer qu'Henrik avait été victime d'une conspiration de la part de gens qui enviaient son succès. Mon client n'est pas coupable de rien de plus que d'avoir survécu à une terrible tragédie. Argumenti Carroll A été désigné comme bouc émissaire par ceux qui ne le font pas. Vous pouvez accepter que parfois, malgré tous nos efforts, des personnes le bien meurent et qu'il n'y a rien d'héroïque à survivre, seulement la culpabilité et le poids d'eux pour continuer à vivre. Il lui a suggéré qu'Esra Kowalski avait déposé des preuves pour incriminer Henrik, peut-être en collaboration avec d'autres trappeurs qui n'aimaient pas le succès de l'immigrant norvégien. Il a également suggéré que les écritures de journal auraient pu être falsifiées et que des objets volés auraient pu être placés dans le garde-manger d'Henrik par toute personne ayant accès à votre domicile. Le moment le plus fort de la défense s'est arrivé quand Henrik a pris la barre. D'une voix à peine audible, il a raconté l'horreur de voir des familles mourir, entendre les cris des enfants. Je ne pouvais pas m'empêcher et de prendre la terrible décision de garder l'argent et les objets de valeur au lieu de les laisser disparaître avec les cadavres. Je les ai ratés, a témoigné Henrik avec des larmes coulant sur son visage. J'étais censé les guider, les protéger et je les ai ratés. Mais je ne suis pas un meurtrier. Je suis un homme brisé qui doit vivre chaque jour en sachant que 23 bonnes personnes ils m'ont fait confiance et que je n'étais pas assez fort ou assez habile pour les sauver. Pendant un moment, son témoignage a déplacé la pièce. Il semblait possible qu'il génère assez de doutes raisonnables pour éviter la condamnation. Procureur général Mitchell, lors du contre-interrogatoire, il a systématiquement détruit cette possibilité en forçant Henrich à expliquer les contradictions de plus en plus évidentes dans son histoire. Monsieur Olsen a demandé à Michel s'il était vraiment coincé avec les familles pendant 4 jours. Comment expliquez-vous le témoignage de Madame Kowalski, qui ne l'a vu qu'à le camp caché transportant des provisions, précisément le jour où prétendez-vous avoir combattu des loups? La réponse d'Henrik que le Madame Kowalski était à la mauvaise date ou qu'elle avait vu quelqu'un d'autre ce n'était pas convaincant. Lorsque Mittel a insisté sur les préparatifs détaillés du camp caché, les explications d'Henrik Olsen devenaient de plus en plus désespérées et contradictoires. Le moment qui a scellé son destin est venu lorsque le procureur a présenté le dernier élément de preuve, une lettre à trouver cachée dans la maison d'Henrik, écrite mais jamais envoyée, adressée à un contact à Minneapolis. La lettre datée du Purin de mars 1889, il a ouvertement parlé de ses projets d'expansion de ses activités commerciales sur le territoire du Montana, où les opportunités de profit sont encore plus grandes qu'au Dakota. La lettre indiquait clairement qu'Henrik ne considérait pas la tragédie de février comme un échec dévastateur, mais comme test réussi des méthodes, il prévoyait de répètes. Il était déjà en train d'identifier de nouvelles victimes et de repérer des lieux pour l'avenir crime. J'ai perfectionné des techniques pour gérer de grands groupes dans des zones isolées, a-t-il déclaré la lettre. La clé est de maintenir leur confiance tout en supprimant systématiquement toutes les possibilités d'évasion ou de sauvetage. L'opération de février avait généré des profits substantiels avec un risque minimal. Le jury a moins délibéré de 3 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation, 23 accusations de meurtre prémédité. Le juge Hartfield, en prononçant la sentence, il a décrit les crimes d'Henrik Olsen comme un affront à tous les principes concernant celui qui repose une société civilisée. Tu as trahi la confiance des familles qu'ils ont vu en toi l'espoir d'une vie meilleure. Il a planifié leur mort avec le froideur d'un commerçant concluant une transaction. Il a vu des enfants mourir pendant que tu il est resté à l'aise et bien nourri, comptant l'argent de ses parents. Car il n'y a qu'une seule peine possible pour ces crimes. Henrik Olsen a été pendu dans le prison territorial de Bismarck le 12 septembre 1889. Selon des témoins, il a maintenu son innocence jusqu'à la fin. Insistant sur le fait qu'il y avait été victime d'un complot organisé par des concurrents jaloux et des immigrants vengeurs qui ne pouvaient pas accepter qu'un Norvégien ait réussi là où ils avaient échoué.
L'affaire des précédents juridiques importants pour la poursuite de crimes complexes devant les tribunaux territoriaux est exposée avec la vulnérabilité des familles frontalières et criantes. Face aux prédateurs, cela a exploité leur désespoir et leur confiance. De plus, il a révélé le besoin urgent de pour mieux encadrer les services de guide dont dépendaient tant de familles pour survivre pendant la migration vers l'Ouest. Les terres que laissent les familles qui avaient prévu de coloniser ont finalement été revendiquées par d'autres colons, mais aucun n'a prospéré. Les habitants ont dit que la terre, les observateurs les plus pragmatiques ont souligné que les emplacements choisis par Henrik étaient impropres à l'agriculture et dangereusement éloignés, loin des voies d'approvisionnement et sans accès à soins médicaux. Le gouvernement territorial a mis en œuvre de nouveaux règlements. Les guides devaient s'inscrire auprès des autorités locales et soumettre les références de clients précédents. Il mit en place d'un système de récompense pour signaler les comportements suspects entre les prestataires de services frontaliers et les huissiers territoriaux ont commencé à effectuer inspections périodiques pour guider les opérations. Mais l'impact le plus durable du cas de Henrik Olsen a été le changement qu'il a apporté dans la façon dont les familles ont évalué ceux qui leur ont offert de l'aide. La tragédie a détruit l'idée que des compétences de survie et une réputation professionnelle suffisaient à confier votre vie à un guide. Dès lors, les familles ont commencé à voyager en groupes plus grands, embauche de plusieurs guides qui se supervisaient mutuellement et mise en place calendrier de communication avec les autorités pour activer les recherches s'ils perdaient le contact. Les effets personnels récupérés dans la cachette de Heinrich ont été rendus à des parents survivants à l'Est. Le frère de Thomas Bergstrom à Milwaukee a utilisé les économies familiales pour créer un fonds de bourse d'études pour les enfants orphelins à la suite de tragédies à la frontière. L'équipement médical du Dr Hardwell a été donné à l'hôpital territorial, où il a servi les communautés frontalières pendant plus d'une décennie. Michel Brenon, dont les nerfs endommagés par la guerre l'avaient rendu sensible à la tromperie d'Heinrich, il a lutté pendant des années avec la culpabilité du survivant. Il est finalement devenu un shérif territorial, spécialisé dans les cas de disparition et personnes disparues. Ses rapports détaillés sur l'enquête sur l'affaire Olsen est devenu une lecture obligatoire pour agents d'application de la loi dans tout le territoire du Dakota. Esra Kowalski, la trappeuse dont la plainte a révélé les crimes d'Henrik, a refusé toute récompense offerte par le gouvernement territorial. Il a continué à travailler sur ses itinéraires de pièges le long de la petite rivière Missouri, mais ses voisins ont dit qu'il n'était plus jamais le même après pour retrouver les restes des enfants. Sarah Kowalski a dit plus tard qu'elle le mari se réveillait parfois au milieu de la nuit, convaincu qu'il entendait des enfants pleurer dans le vent. L'endroit où Henrik avait caché son camp était devenu une sorte de point de référence entre les chasseurs et des trappeurs qui parcouraient les Badlands. La légende locale disait qu'en campant là-bas, je pouvais entendre des bruits d'enfants jouant au loin, bien que les chercheurs ont attribué ces rapports aux effets acoustiques causés à cause du vent et de la géographie du canyon. Plus troublants étaient les rapports persistants d'autres dépôts d'approvisionnement trouvés dans des endroits éloignés du territoire. Au cours de la décennie suivante, les autorités ont découvert au moins 6 autres sites préparés pour des séjours prolongés dans des zones isolées. Aucune ne contenait de preuves directes de crime, mais leur existence suggérait que Henrik Olsen n'était peut-être pas le seul guide frontalier à avoir vu une opportunité dans la vulnérabilité de ses clients. Les dossiers sont restés scellés jusqu'en 1923, lorsque l'historienne Dora Margaret Lindholm a eu accès au cours de ses recherches doctorales sur le crime à la frontière. Son analyse a révélé que les méthodes d'Henrik Olsen avaient été beaucoup plus sophistiquées que même l'accusation ne l'avait réalisé. Olsen avait mis en œuvre son plan mortel pendant au moins 3 ans. Auparavant, la tragédie de février 1889 était probablement responsable de la disparition de plusieurs petites caravanes dont les destins n'ont jamais été résolus. Henrik Olsen représentait un type de prédateur frontalier que nous commençons tout juste à comprendre. Dans son livre de 1925 Loup parmi les moutons, Crime et justice en Amérique territoriale, le docteur Lindholm a écrit « Il a exploité précisément les qualités qui ont rendu possible la colonisation de la frontière, confiance, coopération et volonté de dépendre d'étrangers pour survivre, de commettre des crimes qui cela aurait été impossible dans des communautés plus sédentaires. » Les dossiers financiers saisis dans la propriété d'Henrik a révélé toute l'étendue de son entreprise criminelle. En 3 ans, il avait accumulé une fortune équivalente à ce qu'un entrepreneur prospère gagnerait en une décennie. Il a utilisé cet argent pour acheter plusieurs propriétés sous des noms différents, suggérant qu'il prévoyait de étendre ses opérations dans tout l'Ouest territorial. La chose la plus effrayante était la découverte.
lors de rénovation en 1902 d'une carte cachée sur un mur dans la cabane d'Henrich. La carte non seulement marquait l'emplacement de leur cage d'approvisionnement, mais aussi les itinéraires utilisés par les familles d'immigrants voyageant pour s'installer au Montana, Wyoming et Colorado. Chaque itinéraire était annoté avec des temps de trajet estimés, les conditions météorologiques saisonnières et les emplacements des refuges naturels qu'ils pourraient servir de terrain d'attache. La carte suggérait qu'Henrik planifiait une campagne d'assassinat systématique qui aurait éclipsé la tragédie de février de 1889. S'il n'y avait pas eu la découverte d'Ezra Kowalski et la recherche qui suivit, Henrik aurait pu continuer à opérer pendant des années, laissant une trace des familles disparues le long de la frontière occidentale. L'affaire Henrik Olsen est devenue un matériel d'étude obligatoire dans le académie nouvellement créée de l'application de la loi territoriale et de certaines parties de les enquêtes ont été intégrées aux lignes directrices fédérales pour la poursuite des crimes complexes en juridiction frontalière. Les précédents juridiques établis pendant le procès a influencé le droit territorial pendant des décennies, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de preuves circonstancielles et possibilité de poursuivre des crimes même sans la récupération des corps. Mais l'héritage le plus important de l'affaire était peut-être le sensibilisation qu'il a généré chez les familles frontalières sur les dangers de confiance aveugle. La tragédie a rappelé que les qualités nécessaires pour survivre à la frontière, l'autosuffisance, la débrouillardise et la capacité d'en profiter des faiblesses des autres, ils pourraient être facilement pervertis par ceux dépourvus de scrupules moraux. En fin de compte, l'histoire d'Henrik Olsen reste un contrepoint sombre à la mythologie de l'héroïsme à la frontière. Alors que l'histoire célèbre les guides, explorateurs et pionniers qu'ils ont aidé des familles à se forger une nouvelle vie dans des pays dangereux, ce cas nous rappelle que parmi ceux qui possédaient les compétences pour survivre dans la nature, il y avait aussi ceux qu'ils étaient utilisés pour s'en prendre aux innocents. Les 23 victimes de sa cruauté calculée, Thomas et Elanena Bergstrom et leurs filles, Dr Samuel et Rebecca Hardwell et ses enfants, les frères Kowalski et leurs rêves de prospérité, Patrick et Catherine Brenon, qui cherchaient à guérir leur fils traumatisé par la guerre. Et la vieille Martha Lindqvist, qui ne souhaitait que mourir libre en elle. Propre terre, représentait les espoirs qui ont conduit l'expansion. À l'ouest. Leur mort a été un rappel brutal que la promesse de la liberté et l'opportunité de la frontière s'accompagnaient de dangers coquins. Degré de préparation pourrait complètement éliminer. Ce mystère nous enseigne que la véritable horreur du Vieil Ouest n'a pas toujours été causée par des catastrophes. Attaques naturelles, indigènes ou animaux sauvages. Parfois, il se présentait sous la forme d'un guide fiable, aux yeux bleus pâles et au sourire rassurant qu'il a vu dans. Les rêves des autres sont une opportunité de profit et la confiance est une faiblesse. Qu'ils pourraient être exploités. Que pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous que tout a-t-il été révélé? Ou pourrait-il y avoir encore plus de victimes d'Henrik Olsen en attente? À découvrir dans les vastes Badlands du Dakota? Abonnez-vous à nous et la suite sortira très bientôt.